Allez, merci beaucoup Stéphane pour cette proposition. Donc, nous allons faire une présentation de ceux qui sont là. Juste dire, je crois, seuls les panélistes peuvent parler et les autres peuvent juste taper dans le chat boss, votre nom, votre pays, votre organisation. Ce serait formidable. Pendant que les panélistes donc se présentent à tour de rôle, je voudrais demander donc aux autres qui sont connectés donc d'écrire dans le chat le nom, le pays et l'organisation. Ça permet donc à nos panélistes donc de savoir qui sont ceux qui sont sur l'appel et une brève présentation donc des panélistes que nous avons, comme les autres aussi. Votre nom, votre organisation, qu'est-ce que vous faites et où est-ce que vous êtes basé. Je vais commencer avec Steven. Steven, si tu veux ouvrir ta vidéo ta caméra pour que les gens te voient, ce serait aussi bien si tu peux, si la connexion te permet. Merci. Merci Steven, Christian, tu as merci tout le monde. Est-ce que vous me recevez? Oui, bien sûr, ça marche bien. Voilà. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Steven Kezamutima. Et je travaille avec le mouvement Laudato Si. Et je suis en charge des pays d'Afrique francophone. Je suis coordinateur des programmes. Et je suis basé à Nairobi, au Kenya. Le mouvement Laudato Si, c'est un mouvement qui a pour mission d'inspirer et de mobiliser des catholiques d'abord autour du monde parce que c'est un mouvement qui a résulté de la lettre encyclique du pape François qu'il a écrit qu'il a publié en 2015 au mois de mai. Et concernant la justice, la promotion de la justice climatique à travers l'Église, mais pour arriver à notre mission de promouvoir la justice climatique et l'écologie intégrale, nous devons aussi travailler en collaboration avec tout le monde, des mouvements, les associations, les organisations, des hommes de bonne foi qui sont en action. Donc, ce n'est pas un mouvement qui se focalise seulement sur l'Église catholique. Nous reconnaissons l'importance du partenariat. Voilà, c'est pour cela que nous sommes aussi en bonne collaboration avec le mouvement 350 et Campagne Africa VUCA. C'est pour cela que nous sommes ensemble aussi dans cette discussion. Merci beaucoup, Christian. Merci, Stéphane. Steven, tu peux passer à qui tu veux parmi les panélistes. Tu choisis toi-même celui que tu veux. Ok, je passe à Stéphane. Alors, normalement, ça devrait marcher. Bonjour à toutes et à tous. Alors, merci Stéphane. Comme ça, on écrit d'une manière anglophone et francophone, Stéphane. Bon, j'étais pas prévu d'intervenir, mais je suis enchanté. Stéphane Poufari, moi, je suis le directeur général d'Énergie 2050, qui est une association qui bosse depuis maintenant 20 ans, un peu plus de 20 ans en tant que réseau et une quinzaine d'années en tant qu'ONG, sur les questions de climat notamment, mais ce qu'on appelle la systémique de la transition, c'est-à-dire toutes les composantes qui doivent être prises ensemble de manière simultanée pour être mises en œuvre. Et du coup, ça s'inscrit bien évidemment dans la transformation qu'on attend tous au niveau climatique, mais pas que. On parle de transition urbaine, transition énergétique, et toutes ces transitions accumulées doivent être mises en place de manière simultanée pour ne laisser personne derrière. On a des projets, des partenaires dans environ 70 pays. On ne travaille pas que en français, on est plutôt dans toutes les langues en fait, on est plutôt anglophone en général, mais notamment on travaille beaucoup avec la francophonie et les pays de l'espace francophone, et notamment africain. Et voilà. Et pour finir la présentation en quelques mots sur les négociations, on est assez impliqué, souvent à côté de pays, de gouvernements locaux. On a fait pas mal de CDN, CPDN, de NAPS, de révision, de dossiers fonds verts pour des pays. On fait les mêmes choses avec les gouvernements locaux en les accompagnant sur la territorialisation de leurs objectifs climat.
Et on écrit aussi le guide des négociations climat pour nos amis de la francophonie, qui est souvent assez intéressant. Le calendrier ne permet pas malheureusement d'être toujours à jour. Pourquoi? Parce qu'il nous impose des dates de publication, donc évidemment, mais on fait des notes complémentaires qu'on partage avec nos amis. Et, euh, et voilà. Et peut-être pour dire aussi qu'on est basé en France, mais ça veut strictement rien dire. On est indépendant, c'est-à-dire qu'on reçoit aucune subvention de fonctionnement. On le précise toujours. On est une ONG dite de compétences basée sur strictement des projets, cotisations et donations. Donc, ce qui fait qu'on est indépendant. On n'a jamais demandé de subvention et on n'en demandera jamais. Et voilà. Et dernier point, au niveau des négociations, on y est impliqué effectivement depuis pas mal de temps. Moi, ça doit faire plus d'une vingtaine de COP, je crois, à quelque chose près. Et du coup, on suit le processus à différents niveaux, vous l'avez vu. Et avec beaucoup d'effarement quand on voit la trajectoire qu'on a choisie collectivement, mais néanmoins, il faut se battre et c'est pour ça qu'on est enchanté d'être là. Et merci beaucoup, Christian, de nous avoir, voilà, d'avoir organisé l'événement. Et puis, deuxième point, bah, de nous donner l'opportunité d'être avec nos amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Tu passes la parole à qui tu veux, parmi Adessou et Sénat Luca. Pardon, je le disais, je vais le passer à mon ami Sénat, que j'ai pas croisé à Dubaï cette année, malheureusement, mais avec grand plaisir. Sénat, la parole est à toi. Peut-être qu'il nous a pas entendu. Sinon, on la passera. Merci. Ah, voilà, il est Non, là. non, c'est bon. Merci beaucoup, Stéphane. Ça fait beaucoup plaisir de parler après le grand frère Stéphane. C'est vrai que vous étiez au fond dans les grandes salles, nous on était dehors, à faire nos petits bruits dehors. Ceasefire now, ceasefire now. Non, non, ça fait plaisir. Je m'appelle Sina Luka. Je travaille pour une association qui s'appelle Jeunes Volontaires pour l'Environnement, basée au Togo. J'ai eu la chance de participer à ma 16e COP cette fois. Et ça a été un grand plaisir de pouvoir, n'est-ce pas, pour la deuxième fois également, représenter le Togo dans les négociations sur l'agriculture. En plus de ça, bon voilà, petite coupure de courant ici, mais quand ça nous tienne, voilà, il faut juste bouger un peu. Et puis, je travaille avec le réseau Climate Action Network, réseau Action Climat. Je suis le facilitateur du groupe de travail sur l'énergie. Donc, ça fait beaucoup plaisir d'être ici. Mes bagages sont là. Je dois courir tout de suite. Je suis le dernier Africain encore à Dubaï. Donc, sachez que ça va être un webinaire assez intéressant. Merci beaucoup. À très vite. Papa. Vous avez compris, il m'a appelé papa. Bien, bonjour tout le monde, moi c'est Consilien Dessous, papa, comme cela l'a dit. Je suis donc de l'organisation Global Network for Disaster Reduction, qui est un réseau d'organisations de la société civile qui travaille essentiellement sur les questions donc, de réduction des risques et catastrophes. Vous pouvez faire directement le lien. Le point d'entrée aux négociations qui nous intéressent, c'est les pertes et dommages. Cette année, nous avons eu la chance de nous asseoir autour de la table au nord du Togo. Et voilà, donc le nom de ma COP importe peu. Je suis ici pour partager le peu de choses que j'ai pu apprendre à la dernière COP avec vous. Merci encore et plaisir. Merci beaucoup. Merci. Comme les participants peuvent donc apprécier, nous avons un panel assez riche de personnes très expérimentées qui participent à ces négociations depuis des décennies aussi. Et nous les avons donc mis ensemble pour partager. Donc, à la sortie donc, de cette COP de Dubaï, qu'est-ce que nous pouvons donc retenir pour ceux qui étaient là-bas? Et d'ailleurs, pour ceux qui n'y étaient pas, parce que tout le monde ne pouvait pas se représenter donc là-bas, pour ceux qui n'y étaient pas, sur quoi est-ce que nous pouvons donc construire les plans de travail sur les prochaines années. Et voilà, nos panélistes se sont présentés. Pour les autres, pour les participants, j'envoie ce lien rapidement auquel tout le monde peut avoir accès. C'est c'est une seule question que nous avons posée là, à laquelle donc nous attendons votre réaction, votre réponse. La question, elle est toute simple, c'est juste une chose pour évaluer l'année 2023, une seule chose. Dites-nous une chose qui vous a fait le plus plaisir en 2023. Une seule chose qui vous a fait le plus plaisir en 2023. Donc, vous voudriez bien cliquer sur ce lien et répondre à cette question. Ce serait formidable donc de savoir qu'est-ce qui vous a fait plaisir en 2023.
Et une deuxième chose que je voudrais, le temps que vous répondiez donc à la question sur la forme que je viens d'envoyer, j'envoie ce pool, ce questionnaire auquel donc vous avez aussi à répondre. Et j'espère que tout le monde peut voir ça. Ça s'affiche. Et tout le monde peut voir ça. C'est quoi votre couleur favorite? Votre couleur, la couleur que vous préférez. Ça, cette réunion sera assez intéressante. Ce serait des discussions que nous aurons. Et j'ai prévu donc pêle-mêle comme ça des questions auxquelles nous allons répondre sous forme de jeu. C'est quoi la couleur que vous préférez, surtout, la couleur favorite que vous avez? Et nous allons apprécier les réponses tout à l'heure pendant que les gens votent. Et je vais laisser donc ça dérouler quelques instants. Et nous voyons tous, j'espère que tout le monde peut voir l'écran. Les gens sont en train donc de faire les choix. Et nous allons pouvoir apprécier tout à l'heure. N'oubliez pas la forme aussi, de répondre à la question qui est posée sur la forme que j'ai envoyée. Et puis, nous allons donc continuer les échanges pendant que le questionnaire est toujours présent. Alors, nous parlons aujourd'hui de la COP 28 et j'aimerais bien commencer par ce dont nous allons discuter ce matin, c'est le début de la fin. C'est comme ça que je veux introduire les discussions avec les panélistes. Nous allons discuter ce matin du début de la fin. Pourquoi je dis le début de la fin? Parce que ça fait presque 28 ans que les organisations de la société civile, les ONG, les activistes sont en train donc de demander que l'on reconnaisse dans les documents donc issus donc de ces différentes réunions, ces différentes conférences, que l'on reconnaisse donc le rôle fondamental donc des énergies fossiles dans aujourd'hui la crise climatique. Et 28 ans après, nous avons obtenu cela à la dernière COP. Donc, le début de la fin des énergies fossiles, disons-le. Nous avons eu donc à Dubaï du 30 au 13 décembre, avec un jour de différé, plus de 85 000 participants donc à cette COP 28. Mais parmi ces 85 000 participants, nous avons eu près de 2500 lobbies, des gens donc qui font le lobby des énergies fossiles. Ils étaient présents aussi. Et parmi donc ce nombre, nous avons également eu des gens qui disent que les changements climatiques, que ça n'existe pas, que c'est rien. Environ 160 représentants ont reçu donc leur badge pour participer. Des gens donc qui dénient donc les changements climatiques, mais ils étaient quand même présents à cette réunion. Et voilà un peu dans quel contexte donc les négociations se sont déroulées. Nous avons obtenu 2 tests. Dans l'intervalle de 36 heures, on a eu donc un deuxième test qui, même s'il ne satisfait pas tout le monde, apporte quand même quelques lueurs donc d'espoir. J'aimerais tout de suite commencer par poser la question à 2 donc, de mes panélistes ici. Sena est parti, certainement des soucis de connexion à son niveau. Je vais commencer avec Monsieur Kossivi-Adessou. Monsieur Kossivi-Adessou, dites-nous en 2 phrases ou dites-nous 2 choses, juste 2 choses que vous retenez à la fin donc de cette négociation. 2 choses. Merci. La première chose que je retiens, c'est que les fonds sur les pertes et dommages ont été adoptés. Et la deuxième chose, c'est que sur la question du rapportage, donc le Global Stocktake, on a eu un document plus que jamais inclusif et le multilatéralisme a survécu donc au bilatéralisme qui semblait prendre le pas au début des négociations. Voilà. Merci beaucoup. Sur la question donc des
des pertes et préjudices. Je sais que c'est votre cœur de métier, c'est sur ça que vous travaillez beaucoup. C'est pour ça que vous avez commencé par relever cela. Justement, nous avons eu, depuis l'année dernière en Égypte, donc l'agenda donc, des négociations qui a pris en compte cette question et les travaux ont continué, se sont poursuivis jusqu'à la dernière COP où nous avons eu ce fonds que vous avez évoqué. Nous allons revenir de long en large parce que je sais que c'est une préoccupation assez fondamentale pour vous. Et M. Stéphane Poufari, la même question vous est adressée. Deux choses à la sortie donc, de ces négociations, mais deux choses différentes des choses que M. Kossi Adessou a déjà évoquées. Merci beaucoup. Alors, merci pour la question. En fait, c'est pas facile parce qu'il a déjà dit deux points importants. Bon, il y a la question de l'énergie qui est centrale. Je pense qu'il y a un paradoxe. Premier point, reconnaître la réalité de la complexité des acteurs dans un cadre de multilatéralisme. Je pense qu'il faut qu'on l'assume, il faut qu'on le comprenne, il faut qu'on se batte avec et il ne faut pas être en opposition avec parce que ça bloque le processus. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je pense qu'il y a une vigilance accrue malgré les bonnes nouvelles de certains mots utilisés parce qu'il y a quand même quelque part beaucoup d'axes morts dangereux, notamment les options technologiques qui reviennent sur le devant de la scène versus les engagements de sortie ou de diminution progressive des énergies fossiles. Donc, d'un côté, bonne nouvelle, parce que je pense qu'il y a eu un défi de réalité pour l'ensemble des acteurs. Oui, il y a des lobbies. Oui, ils seront là. Oui, ils seront toujours là. Et oui, on va devoir se battre avec eux parce qu'ils représentent un nombre d'États partis juste important et que quelque part, déjà aujourd'hui, d'arriver à mettre ça en scène, c'est bon. Voilà, ça c'est le premier point. Mais deuxième point, c'est que dans les mots qui ont été choisis, il y a des pièges, il y a des angles assez dramatiques qui sont sur la table. Donc le combat est loin d'être gagné, malgré les engagements affichés sur la partie énergie notamment. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais revenir à vous tout à l'heure sur les points négatifs. Je voudrais que l'on commence d'abord par les bonnes nouvelles et les points positifs. Mais je vais revenir à vous. Je vais demander votre avis sur les tests que nous avons eus. Sénat Aluka, la même question à vous. Deux choses que vous retenez donc à la sortie. Deux choses que vous estimez quand même assez intéressantes pour les communautés avec qui vous travaillez au Togo et en Afrique, dans les autres pays où JDE est représenté. Écoutez, la COP a été un moment extraordinaire. Moi, je vois toujours le verre bien rempli. Quand vous avez 200 pays et nations qui se retrouvent, 87 000 personnes, 4 000 journalistes et près de 1 000 personnes en train de volontaires et tout ça, et que tout a bien marché, à un moment où des pays voyous sont en train de bombarder la Palestine, des pays voyous sont en train de créer le chaos au Congo, au Soudan, et d'autres pays refusent de faire la guerre en Ukraine. Je crois que c'est quand même un signal qui est très fort à envoyer l'humanité pour dire la solution est à l'humanité. Il faut encore croire qu'il y a plus de gens de bonne volonté. Deuxièmement, c'est que la COP a beaucoup de premières. Quelle est la première de cette COP? C'est pour la première fois en 30 ans qu'on négocie. Eh bien, dès le premier jour, on annonce un fonds de 400 millions de dollars pour aborder les fonds dont a parlé M. Adessou, les fonds qui nous sont chers, les fonds sur les pertes et préjudices. Sans négociation, sans discussion, écoutez, 400 millions. Écoutez, c'est rien du tout, c'est pas beaucoup, je sais, on veut 100 milliards, mais c'est unique et c'est la première fois que ça arrive comme ça. Deuxième bonne chose, ça fait 30 ans qu'on négocie. Et il y a un État extraordinairement bizarre, je ne sais même pas comment qualifier, qui a tout fait pour bloquer tout ce qui est attrait aux énergies fossiles. Cette fois-ci, on a donné le pouvoir à leur grand frère, les Émirats Arabes Unis. Je parle de l'Arabie Saoudite. Ils n'ont pas pu bloquer cette fois-ci la négociation. Eh bien, pour la première fois, deux petits mots, énergie fossile, sont entrés dans un document officiel. À Glasgow, on a tout fait pour arracher le mot charbon. Mais là, cette fois-ci, énergie fossile. Oui, je sais, c'est pas ça. Oui, c'est pas beaucoup. Oui, il n'y a pas de financement qui va avec. Mais c'est extraordinaire et c'est bon. Et en plus, côté adaptation, eh bien, l'Afrique a obtenu également qu'il y a une augmentation du niveau d'adaptation. Je donnerai le chiffre tout à l'heure. Pour dire là également, c'est bon. Et d'ailleurs, quand vous écoutez le discours de fin de M. Colis Nzovu, le ministre zambien de l'environnement, il dit à la fin que c'est comme si c'est un climat d'amour. On nous a aimé. Bon, c'est vrai que c'est un peu bizarre, mais il a dit que c'était formidable. On s'est senti écouté parce qu'effectivement, M. Al-Jaber, bon, voilà, on viendra aux mauvaises nouvelles. Il a eu quand même de bonnes oreilles à écouter tout le monde, les petits comme les grands. Et donc, le groupe africain, à la fin, s'est trouvé dans une position de gratitude, de reconnaissance. Donc, je vois que je m'arrête là. Pour moi, c'est les... Et puis, dernière chose.
non seulement il y avait mon président Faure Gnassingbé, mais il y a eu 2 déclarations extraordinaires. Une déclaration qui porte sur la santé, c'est la toute première fois, et puis une deuxième déclaration qui porte sur la résilience climatique et l'agriculture durable. C'est la première fois qu'une déclaration de Emirati parle de l'agriculture et de la résilience climatique. Et d'ailleurs, en janvier, il va y avoir une réunion ici à Dubaï, je ne serai pas, mais cette réunion va permettre de voir comment est-ce qu'on va traduire cette déclaration en réalité. C'est pour dire, gars, il faut toujours aller au COP, il faut croire en l'humanité. Merci. Merci beaucoup, Sénateur Lucas. Je vois beaucoup d'optimisme et c'est d'ailleurs le rôle de la société civile, le rôle donc des activistes, des mouvements donc d'activistes qui continuent donc de crier, qui continuent donc de se mobiliser et ça donne les résultats. Nous sommes contents et voilà les avis donc de ceux qui étaient présents, quelqu'un qui n'y était pas mais qui a suivi les choses de loin. Steven, tu étais à Nairobi, tu suivais de loin les choses. 2 choses que tu retiens de ta position, de ta maison, en suivant donc les négociations à Dubaï. Merci beaucoup. J'apprécie tout le monde et surtout mes chers amis intervenants, des panélistes aussi pour des informations et l'espoir que nous avons parce que c'est ça en fait qui nous guide aussi au niveau du mouvement Laudato Si. Et 2 choses très importantes que moi j'aimerais souligner, c'est que l'engagement a toujours, l'engagement financier vers une transition énergétique, c'est une bonne chose, même si toujours ça a des lacunes, c'est pas clair, c'est obscur, ça manque de chiffres, donc ça manque aussi des mécanismes, c'est pas clair, et ça a été toujours la même chose, donc des promesses un peu vagues. Mais quand même, nous apprécions s'il y a toujours engagement parce que nous sommes aussi au courant qu'il y a quelques États, quelques gouvernements qui ne font même pas donc, d'engagement. Donc, c'est une chose que nous prions pour, qu'au moins, s'il y a des engagements bien écrits, on peut continuer à faire de plaidoirie pour que ça soit bien fixé et mis en œuvre. Deuxièmement, comme un mouvement Laudato Si, avec des autres membres des mouvements conventionnels qui étaient sur le terrain, et on était en train de promouvoir la non-prolifération, la traité de non-prolifération des énergies fossiles. Et c'était un combat qu'on avait commencé et orienté vers la COP28. Quand même, on apprécie parce qu'on a eu aussi le soutien de quelques pays qui ont approuvé. Donc, c'est un combat que nous allons continuer parce que, voilà, depuis Paris, les conventions de Paris, les énergies fossiles, ça n'a pas été mentionné. Et donc, dans les documents, c'est nulle part. Alors que comme mouvement Laudato Si, le pape François, à travers sa lettre encyclique, il a insisté, il a souligné que on peut tout faire sans toutefois arrêter des projets donc des énergies fossiles. C'est ça qui cause en fait beaucoup de crises climatiques que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est ça qui est à la base. En fait, c'est quand nous faisons même des sensibilisations ou des formations, beaucoup de gens, donc quand vous parlez de changement climatique, ils disent, oh, nous plantons des arbres, nous faisons, mais qu'en est-il des énergies fossiles? Qu'en est-il des compagnies donc, du globe nord qui sont en train d'extraire du pétrole et de gaz dans nos pays, les pays du globe sud? Voilà, nous avons tout ce combat à continuer. Et pour nous, le mouvement Laudato Si, nous sommes toujours guidés par la lettre encyclique du pape. Et peut-être, si vous vous rappelez, en octobre, juste en préparation du COP 28, dans sa lettre d'exhortation de Laudato Si, le pape François a adressé, même avant la COP, il a adressé la COP 28, qui est donc le leader qui se préparait pour atteindre
qu'il ne faut pas donc faire gaffe avec les problèmes liés aux combustibles fossiles. Il fallait donc avoir des mécanismes et des décisions claires d'arrêter tout projet, tout nouveau projet de combustible fossile dans les pays, et surtout en voie de développement. Mais malheureusement, peut-être nous allons entrer en détail, nous allons voir qu'il n'y a pas eu de mécanisme clair sur cela. Bien sûr qu'il y avait aussi une force de domination des compagnies, même à la direction de la conférence. Voilà, quand même, on a toujours espoir, comme les autres. Mais, merci beaucoup, Steven, pour avoir suivi et pour donc partager votre sentiment de ce qui s'est passé. Ma prochaine question ira tout à fait normale à Dessous, parce que dès le premier jour, comme vous l'avez dit au début, et Senna a bien précisé cela, d'ailleurs tous les panélistes, dès le premier jour, il y a eu cette annonce donc, de l'adoption donc, du fonds sur les pertes et préjudices. Mais vous savez quoi? Un cadeau comme ça, un cadeau tout de suite comme cela, est-ce que ça ne vous fait pas peur? Est-ce que, selon vous, c'est quand même si simple? Selon vous, comment ce fonds-là sera abondé? Parce que jusqu'à présent, nous savons sur les promesses donc, financières, nous savons comment ça avance. Et d'ailleurs, dites-nous comment est-ce que les pays africains qui sont donc les plus touchés par la crise climatique, et dans ces pays-là, nous avons donc les pertes et préjudices, justement, comment est-ce que le mécanisme prévoit que ces pays bénéficient de ce fonds-là? Merci pour la question. Je dois dire que je partais à la COP très optimiste. Même si autour de moi, il y avait du pessimisme, j'étais parti optimiste. Donc, la peur, je l'ai éloignée de moi. Je n'étais pas surpris de cette annonce au premier jour. Au contraire, j'étais très heureux et j'en tire une leçon très importante. Je peux vous assurer que les travaux qui ont été faits dans les coulisses, les pressions qui ont été mises dans les coulisses, les négociations aussi qui ont suivi après Sharm el-Sheikh ont probablement fait effet. La leçon que je tire, c'est que peut-être il ne faut pas toujours discuter à voix haute. Peut-être il ne faut pas attendre les dernières heures pour mettre la pression. Il faut entamer les discussions dans les coulisses, plutôt convaincre les gens, rassurer les gens, et l'impossible devient forcément possible. Ça, c'est la première leçon que je tire donc de cette déclaration-là qui aurait surpris le monde. Le second, c'est que lors de la déclaration, on a vu rapidement comment est-ce que les pays se sont pris pour exprimer leur engagement. À ce jour, je rappelle qu'on est à 770,6 millions de dollars déjà qui est sorti comme engagement de la part des pays. Et je crois que plus de fonds arriveront dans les jours à venir parce que nous avons eu la chance de discuter aussi en bilatéral avec certains pays qui préfèrent prendre du recul, comprendre bien les mécanismes avant de s'engager. Mais est-il que l'envie de s'engager hier, il faut continuer par travailler avec ces pays-là. Il faut aussi pouvoir dire que les fonds qui sont annoncés à ce jour, on n'est pas très clair sur comment les fonds seront gérés parce que, encore, avec certains pays dont nous avons discuté en bilatéral, encore, pour certains, les engagements annoncés, une partie irait au fonctionnement du secrétariat, donc du réseau de Santiago, et une part irait à la Banque mondiale qui, par intérim, hébergerait les fonds de pertes et dommages. Si les conditions sont réunies, on le saura d'ici juillet 2024. Donc, voilà un peu l'atmosphère. Ce que j'ai envie de dire, le mécanisme sera probablement défini par le board et on n'en est pas encore là. Néanmoins, nous espérons que comme la prédéfinit les fonctions donc, du secrétariat de Santiago qui devra donner, accorder la fonction opérationnelle
à ces fonds. Nous espérons donc que les pays vont préparer la situation initiale et vont présenter aussi le niveau de vulnérabilité, mais exprimer les besoins en termes d'assistance technique qu'il faut. Et puis, les fonds vont être débloqués dans ce sens-là. Peut-être au-delà de l'assistance technique, commencer par mettre des fonds sur des actions concrètes. On sait aujourd'hui, par exemple, que Vanuatu, le pays Vanuatu, j'en discutais avec le Premier ministre de Vanuatu qui disait avant de venir à COP, nous avons déjà notre doléance, notre requête prête. Donc, c'est dire aussi que des pays se sont levés tôt pour travailler dans ce sens-là. C'est la preuve que parfois dans les coulisses, les gens savaient à un certain moment que ce fonds-là, on n'a pas le choix, qu'on va y aller, et puis ils sont préparés. Donc, une fois encore, en tant qu'Africain, peut-être c'est aussi le lieu de lancer déjà l'appel à nos autorités africaines pour se lever un peu plus tôt et préparer, parce que ça va être quand même, qu'on le veuille ou pas, le mécanisme, ça va pas être facile, ça va être une compétition rude. Et on sait, comme vous l'avez dit d'ailleurs, les fonds ne sont pas au niveau des attentes, mais pour moi, il vaut mieux commencer avec le peu et progresser que d'avoir tous les fonds, de ne pas pouvoir les utiliser et de donner raison finalement au pays qui ne voulait pas mettre les fonds, de dire voilà, vous avez les fonds, vous n'avez pas pu les utiliser. Donc, commençons avec le peu que nous avons, organisons-nous autour et démontrons que le besoin est réel sur le terrain. Je crois que cette démonstration-là servirait de message et motiverait plus de pays à mettre la ressource, tout en considérant, et je le dis, tout en considérant que certains pays aussi en développement doivent faire l'effort de montrer que nous ne sommes pas seulement là pour tendre la main, mais nous sommes là pour co-construire l'avenir et que notre engagement minime soit-il est important. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Adessou. Il faut que les pays africains commencent déjà par travailler dès à présent. Il ne faut pas attendre que tout soit donc mis en place et que les difficultés donc surgissent sur le chemin. Je ne peux pas poser la même question à Stéphane. La question que je vais poser à Stéphane, c'est sur cet engagement donc de tripler donc la capacité donc de promotion donc de développement des énergies renouvelables. Nous avons également eu un engagement dans ce sens à la COP 28. Mais avant de venir à Stéphane, bien sûr, sur cette question, la Banque mondiale, je sais un peu comment le Sénat réagit quand donc c'est la Banque mondiale qui doit héberger des fonds. Je ne sais pas, Sénat, vous voudriez réagir tout de suite à ce fonds donc, qui sera donc localisé à la Banque mondiale pour les pays africains. Sénat Lucas? C'est une très, très mauvaise idée. Moi, je ne suis pas négociateur dans le cadre du comité transitoire qui a été mis en place. Mais une chose est sûre, c'est que l'Afrique a tout fait avec un ongle pour éviter l'étape obligée que lui imposaient les pays développés par rapport à cet hébergement au niveau de Washington DC. La Banque mondiale a des procédures assez compliquées qui ont, pendant des décennies, empêché nos pays d'avoir accès au financement auquel, normalement, on a droit. Et donc, je trouve que c'est vrai, c'est un compromis, c'est une situation transitoire. La banque, on attend d'ici la semaine prochaine qu'elle envoie un courrier aux Nations Unies pour dire, bon, ça m'intéresse, écoutez, votre offre d'héberger le fonds. Et on attend que le conseil d'administration du fonds puisse accepter et que la banque héberge le fonds pendant 4 ans et qu'après 4 ans, on fasse une évaluation et qu'on voit si la banque, si elle est intéressée à continuer le business, si la COP, donc si les Nations Unies, avec tous les États partis, sont prêts à lui accorder encore leur confiance. Mais en tout cas, on aurait aimé voir quelque chose comme le Fonds vert climat, quelque chose comme le Fonds pour l'environnement mondial se mettre en place. On n'a pas eu, mais on va essayer d'être là. En tout cas, c'est le travail de la société civile de rester très vigilant. Moi, j'ai participé à l'élaboration du CIF, le Climate Investment Fund, le Fonds climat d'investissement. La Banque mondiale avait dit, quand on mettait en place le fonds en 2012, pour dire, écoutez, je vais juste faire ce fonds, et puis au bout de 4 ans, je vais arrêter, parce que les nations ne voulaient pas que la banque essaie un fonds d'investissement climat, puisque ce fonds de la Banque mondiale détournait l'attention du fonds climat. Et la banque dit non, je vais mettre un 107 clause. Ça veut dire qu'au bout de 4 ans, stop, j'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on a pu voir? On a pu voir que non, la banque, malgré les 4 ans sont passés, et la banque n'a rien fait. Et le fonds d'investissement climat continue encore aujourd'hui. Donc, voilà un peu là où nous en sommes. On n'est pas très contents, mais bon, les nations, c'est comme ça.
On est venu négocier, on est venu pour chercher un compromis. On a trouvé un compromis, je crois qu'on est obligé de vivre avec ça. Mais une chose est sûre, et je finis avec ça, les nations africaines ne doivent pas attendre l'ONU pour régler le problème. On ne peut pas venir aux Nations Unies pour régler la question de l'adaptation de l'Afrique au climat. Non, ce n'est pas possible. Les fonds, l'action doit se faire à la maison. Les États-Unis, la France, le Canada, le Japon, les pays sont déjà assez endettés. Les États-Unis endettés au coût, la France 3 000 milliards d'euros. Comment espérer que la France, les États-Unis, pays endettés, nous donnent suffisamment de sous que nous on puisse gérer les questions de perte et préjudice? Non, c'est à la maison qu'on doit pouvoir faire ça. Et pour ce faire, les demandes que nous avons sont très simples. Il faut d'abord annuler la dette, numéro 1, parce que quel que soit le montant qu'on donne au Nigeria, aussi longtemps que le Nigeria va payer 975 millions de dollars par an pour servir de la dette, eh bien, toute aide pour le climat reviendra à zéro. Annuler la dette. Permettre aux pays africains de pouvoir frapper leur propre monnaie, notamment les pays de zone CFA. Tant qu'on ne frappe pas, tant qu'on n'a pas notre souveraineté économique, monétaire, eh bien, toute aide financière qui vient de l'ONU, ça ne servira pas à beaucoup de choses. Et puis, il faut que les États africains apprennent à mobiliser les ressources à la maison. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais dit. Oui, merci aux 700 millions qu'on a, que M. Adessou et son équipe vont gérer. Mais il faut chercher les soins à la maison et savoir que la crise climatique ne sera pas résolue aux Nations Unies. Pour l'instant, le système colonial est néolibéral et capitaliste. Un système qui est encore colonial ne peut pas régler la crise climatique. D'abord, cherchons la souveraineté économique et politique de l'Afrique. Merci. Bien sûr. Merci beaucoup, Sénat. Monsieur Adessou, j'ai vu votre main, je reviens à vous, bien sûr. Je sais que vous voudriez donc bien réagir. Et je connais un peu aussi, Steven, sur cette question donc des dettes et de, voilà, tout le système colonial encore en place. C'est un très bon débat. Sur la question donc du triplement donc de la capacité donc de déploiement des énergies renouvelables d'ici à 2050, ou peut-être Adessou, juste en quelques minutes réagir à ce que Sénat a dit avant que je ne passe à Stéphane. Merci. Non, merci pour l'opportunité. Non, je voudrais dire que je suis parfaitement d'accord avec Sénat sur les propositions qu'il a faites. Néanmoins, si nous ne voulons pas que la Banque mondiale continue d'héberger ce fonds, et personne ne le veut, je crois que les États doivent s'organiser à proposer déjà des alternatives à partir de la deuxième année d'hébergement des fonds pour qu'il y ait une autre alternative. C'est ça le véritable problème. Parfois, on dit on ne veut pas s'en proposer. Donc, commençons par nous lever tôt, proposons une alternative en disant, puisque dans 4 ans, la Banque mondiale, le rôle intérimaire de la Banque mondiale doit connaître une fin, nous proposons déjà de manière anticipative une option. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on aura une autre option pour véritablement fragiliser. Et c'est un appel pieux, un vœu pieux que j'exprime. Voilà un peu ce que je voudrais dire. Merci. Merci beaucoup, Adessou. Steven, je viens à toi d'abord. Hein. Je sais que tu veux réagir sur la même question, mais ma question sur le triplement de la capacité de déploiement des énergies renouvelables d'ici à 2050, ça me tient beaucoup. Et je voudrais écouter donc l'avis de Stéphane Poufari sur la question. Alors, merci beaucoup, Christian. Bon, je pense que les précédents sujets mis bien les pieds dans le plat et dans le bon sens du terme. Je pense qu'il y a deux choses, et je souscris un peu à tout ce qui a été dit, mais permets-moi juste de faire la liaison, parce que comme ça, on arrive aux énergies renouvelables de manière assez élégante. En fait, il y a une danse diplomatique qu'on ne peut pas éviter aujourd'hui, et on sait tous que la décision, par exemple, de l'hébergement temporaire de la Banque mondiale a été faite le 28 novembre de mémoire. Le dernier document a été publié juste avant la COP. Mais vraiment, je crois que c'est le 28 ou le 25, enfin, je ne sais plus parce qu'il y a tellement de documents, et que la précédente réunion du comité de transition était le 8 novembre. Je parle sous vérification de Kosivi, mais juste pour dire que du coup, les documents arrivent et que des fois, il y a des bonnes ou mauvaises décisions. Et je me souviens que pas mal d'amis africains nous disaient qu'en fait, ils n'ont pas voulu réouvrir ce point-là pendant les négos, de peur de réouvrir d'autres pans entiers de la négociation. Donc, c'est complexe, c'est complexe. Et personne n'est content, mais pour le temps, je vais quand même garder l'esprit optimiste qu'on a eu là dans les échanges parce qu'il y a quand même des avancées quand même. Et je crois que ça ne contredit en rien ce que dit Sénat, ça ne contredit en rien ce que nous on dit ou ce qu'on ajoute. C'est de dire que pourquoi il y a des avancées, c'est qu'effectivement, il y a une opportunité méthodologique pour travailler
à la mise en place opérationnelle du fonds. Parce qu'il y a tellement de questions derrière, j'ai envie de dire, le débat, jouons le jeu avec ce qui se passe aujourd'hui, commençons à mettre en place des procédures, parce qu'il y a un vrai travail méthodologique de droit de tirage, d'organisation, et même de capacité financière versus les défis. Et la liste va être très longue. Donc, du coup, attention à pas réouvrir trop de sujets et pour ne pas perdre d'objectif qui est de dire à un moment donné, ça marche, on sait décaisser de l'argent sur des pertes et dommages de manière très clairement identifiée et comment on va mettre en place un processus. Et du coup, ça permettra ensuite de travailler sur l'hébergement du fonds, qui doit être un sujet qui est maintenant OK, qui est important, mais c'est plutôt les méthodologies. Et là, je rejoins vraiment ce qu'a dit Sénat et Koscielny aussi, c'est de dire il faut que les pays s'emparent de la chose. Parce que ce n'est pas la somme qui va être importante. La somme, elle est, je vais être très brutal, elle est presque insane par rapport à l'ambition réelle financière des enjeux pertes et dommages. Je rappelle juste qu'en Afrique, par an, on est à 315 milliards de dollars rien que sur l'adaptation. Si je fais maintenant le point sur les besoins mondiaux d'adaptation, sur les besoins réels, je parle chiffré, hein, CDN versus les réalités, si je fais le point avec les besoins financement pertes et dommages, vous voyez bien qu'on est dans une équation qui devient juste tellement colossale que ce n'est pas ce qu'on a annoncé qui va transformer quoi que ce soit. Par contre, moi, j'y vois une opportunité méthodologique qui est importante parce qu'aujourd'hui, elle manque. Il y a trop d'agences onusiennes et d'agences internationales qui travaillent sur le sujet, qui décaissent de l'argent. On va devoir mettre aussi en place un processus de redevabilité, de transparence, pour qu'on comprenne qui fait quoi, qui finance quoi, et qu'on n'ait pas encore des vases communicantes. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'agences qui financent des sujets à peu près similaires. Bon, donc attention. Donc ça, c'est la première chose. Et du coup, je bascule élégamment sur la partie renouvelable, juste pour déjà qu'on se souvienne, les chiffres qui font aujourd'hui les devants de la une, tous les activistes, toutes les ONG, tous les professionnels de bonne volonté savent que ces chiffres-là, ils sont anciens. Je vais être super honnête, le scénario AIE Net Zero qui a été revisité 15 jours, une semaine avant la COP, il avait déjà été là en 2021, il avait déjà été là dans d'autres années, et même le GIEC en 2011, les gens ont peu oublié, le premier rapport du GIEC 2011 sur les énergies renouvelables, le Special Report sur les énergies renouvelables, était donc déjà, il parlait de 80% énergie renouvelable, il expliquait des... Donc, tout ça veut dire qu'on récupère ces chiffres, ces données depuis des décennies, et on connaît la réalité. Donc, ça veut dire quoi ce triplement? Ce triplement, en fait, il n'a de sens que si on réduit la demande. Et si on ne réduit pas la demande, qu'on est sur une trajectoire d'augmentation de la demande, je ne parle même pas d'émissions de gaz à effet de serre, je parle juste de la demande physique, d'accord? La part relative des énergies renouvelables ou des énergies bas carbone restera toujours problématique. Donc, premier axe, et ça ils en parlent, c'est diminuer la demande avec de l'intensité énergétique, qui veut dire que pour un bien produit, on va consommer moins d'énergie, où qu'on soit sur Terre. Et deuxième point, on reparle enfin, et si on prend l'exemple de nos amis au Sénégal avec le partenariat sur la transition juste, ils parlent aussi de sobriété, ce qui n'est pas complètement débile, ce qui veut dire, et je dis ça vraiment volontairement provoquant, ce qui veut dire travaillons sur bien utiliser les ressources, pas simplement renouvelables, énergétiques, mais bien les utiliser de manière très optimale et ensuite utiliser que des ressources renouvelables. Donc ça, c'est les premières choses. Maintenant, cette transition-là, il faut qu'on la rende désirable. Et je fais exprès d'être positif là pour le coup. Parce que, je vais être brutal, on n'arrivera pas à faire en sorte d'une sortie réelle des énergies fossiles si les scénarios alternatifs ne sont pas désirables. Et désirable veut dire économiquement, socialement, environnementalement. Et des gens comme nous, Énergie 2050, mais d'autres, autour de la table, que je connais, que j'apprécie pour plein de raisons, on sait très bien que cette désirabilité, c'est ça l'action. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des énergies qui sont compétitives malgré les subventions aux énergies fossiles. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la transition dont on parle, on n'est pas en train de faire un plaidoyer. Moi, je ne fais pas de plaidoyer. Nous, Énergie 1050, on n'en fait pas. On travaille sur des solutions qu'on chiffre et on montre l'additionnalité d'une solution. Les gens qui travaillent sur le climat savent ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est en capacité de mesurer la performance de ce que l'on propose. Et j'ai juste pour donner le tournis un peu sur les chiffres, quand on parle d'énergie renouvelable, ben, on ne parle pas, et malheureusement, on n'en a pas parlé à la COP, on en a parlé, oui, nous, on en a parlé, nous, enfin, autour de la table, mais pas suffisamment dans les négos, des subventions aux énergies fossiles et des pays qui arrivent déjà à aller sur une trajectoire de sortie des subventions. Et ça, c'est beaucoup plus judicieux que de dire une fin des énergies fossiles, parce que, juste pour qu'on entende les chiffres, et là je le dis, l'année 2022, chiffre de la Banque du Fonds monétaire international, on a mis 7 000 milliards, j'espère que tout le monde entend le chiffre, 7 000 milliards de subventions aux énergies fossiles, les amis. 7 000 milliards, c'est-à-dire 7,1% du PIB mondial. Je redis le chiffre, tout le monde l'a entendu. Donc après, on parle de 700 millions d'un côté sur le pont. Et Sénat a raison, les pays sont surendettés. Est-ce qu'on va imaginer des flots d'argent qui vont tomber? Non. Par contre,
On doit travailler sur les subventions. 7 000 milliards. L'année 2021, on avait 5 500 milliards. Donc, effet guerre en Ukraine, effet post-Covid, effet tout ce que l'on veut, on a continué à augmenter les subventions aux énergies fossiles. Et malgré ça, on parle de triplement. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, c'est que d'année en année, on investit plus dans les énergies renouvelables que dans les énergies fossiles. Et paradoxalement, on continue à. Donc c'est là où on voit qu'il y a une espèce de relation schizophrénique. Et moi, ce que je suis là, pour le coup, je suis content, parce qu'effectivement, on parle enfin des énergies fossiles. Sénat l'a dit, et je le redis, mais c'est un vieux serpent de mer. Tous ceux qui font des négociations depuis longtemps, ça fait même déjà à l'époque de la première convention au sommet de la Terre, on en parlait. Après, dans les 10 ans, les 20 ans, on en a reparlé. On s'est battu. Et après, on arrivait à des mots un peu doux en disant on va diminuer les subventions inefficaces à l'environnement. Waouh! Et on a eu des échelles, des G20, des G8. Tout le monde l'a toujours dit. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a l'opportunité de mettre sur la table ces chiffres, ces réalités. Et il y a des pays qui ont déjà réussi. Je vais prendre l'exemple du Maroc. Le Maroc a une politique et il est sorti quasiment des subventions aux énergies fossiles. Et il n'y a pas eu de choc social. Ça, nous, Énergie 1050, on a un MOC sur les énergies fossiles et subventions. C'est un fantasme de penser qu'il y a un choc parce que, bien évidemment, on ne va jamais toucher aux populations vulnérables. On ne fera jamais un Big Bang où on va exploser. Ça n'a pas de sens. Par contre, bien évidemment, il y a des mécanismes à mettre en place. Et donc, pour revenir aux énergies renouvelables, les énergies renouvelables doivent être le grand gagnant de ce qui se passe actuellement. Pourquoi? Parce que c'est le seul véritable critère d'indépendance nationale à construire dans le cadre d'une politique énergétique. Je ne parle même plus de climat. Je suis très provoquant volontairement. Même sans parler de climat, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, la dépendance de l'Europe vis-à-vis de la Russie, la folie des nouveaux forages qui sont partout. Donc, en disant développons, territorialisons une stratégie de déploiement d'énergie renouvelable, c'est le seul moyen d'assurer à nos pays et à tous les pays une transition juste possible. Le reste, c'est juste du vent. Parce que imaginez, et le corollaire de ce qui se passe sur les subventions, c'est qu'aujourd'hui, on a 7 fois le stock d'énergie fossile sous terre disponible, 7 fois le stock d'énergie fossile sous terre disponible, qui correspond à 7 fois ce qu'on a utilisé depuis le début de l'ère industrielle. Et est-ce qu'on peut vraiment décemment imaginer que les pays producteurs vont dire banco, je joue le jeu? Mais non, ils vont jouer le jeu tiède, ils vont jouer le jeu sous notre pression. Le seul moyen de mettre une pression, c'est qu'on développe de manière massive les énergies renouvelables. Donc pas parce que c'est dans le nouveau texte, non, parce que c'est une réalité. Et tous les pays qui vont le faire vont être les grands gagnants. Et là, je ne suis pas en train de dire les pays développés, développement ou autres, les pays en développement doivent utiliser leur stock. C'est super glauque ce que je dis. Bien sûr, quel pourrait être l'imbécile qui va imaginer que la Guinée, on va leur dire ne touchez pas, qu'au Congo, on va leur dire ne touchez pas à votre stock d'énergie fossile. C'est pas ça le débat. Le débat aujourd'hui, c'est de garder les énergies fossiles pour les pays qui ne feront pas l'effort. C'est important ce que je suis en train de dire, qui ne feront pas l'effort. Pour les autres, utilisons la manne financière qui va être générée par d'où qu'elle vienne, mais notamment par les politiques nationales, pour mettre en place des stratégies de résilience énergétique qui sont le seul axe de déploiement. Sinon, le reste, les pertes et dommages vont augmenter, l'adaptation va augmenter. Donc, c'est une équation sans fin. Voilà. C'est juste vraiment pour qu'on inverse la question, c'est comment rendre désirable. Et désirable, aujourd'hui, j'insiste, tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'agriculture. L'agriculture va être basée aussi sur l'eau, sur le traitement des sols, sur le stockage, sur l'énergie, l'hydrogène vert, on en parle. Il y a des pays qui sont en train de faire des axes d'hydrogène vert, Namibie, Mauritanie, Maroc. Il y a des pays majeurs, géothermie, Éthiopie. Il y a des pays qui sont en capacité d'être sur des trajectoires quasi 100% renouvelables. C'est juste colossal. Sauf que si ils ne comprennent pas eux-mêmes, et c'est là le rôle de la société civile ou de l'expertise, s'ils ne comprennent pas l'effet d'opportunité colossal qu'ils ont aujourd'hui, de changer le paradigme, mais en analysant aussi leur politique nationale. Je termine juste là-dessus pour être une fois de plus encore très provoquant. On a eu beaucoup ça, qu'on a beaucoup travaillé au Togo, au Sénégal, dans plein de pays. Et quand on discutait de la politique énergétique, les gens nous disaient, mais on ne va pas de la fiscalité si on crée une fiscalité pro-énergie renouvelable par rapport à. Mais comment peut-on perdre de la fiscalité sur un marché qui n'existe pas, dans lequel on ne peut pas injecter sur du réseau la production renouvelable? Ça n'a pas de sens. On est dans une équation économique où j'ai le sentiment qu'on parle face à une espèce d'obscurantisme. Aujourd'hui, nous, la société civile, on doit devenir hyper pointu sur les sujets énergétiques. Mais tellement pointu qu'on comprend toute la chaîne d'analyse économique pour changer le paradigme. Je suis un peu long, mais c'est un sujet presque schizophrénique et je crois qu'il faut qu'on ouvre les portes aujourd'hui. On doit arrêter de crier simplement sortie, mais d'expliquer comment on en sort et montrer la désirabilité de ce que l'on propose. Voilà. Très intéressant, très intéressant. Merci beaucoup, Stéphane. Tu n'étais pas annoncé
parmi les panélistes, mais ton arrivée, ça fait beaucoup du bien et ça provoque donc les interactions. Et je sais que euh, tous les panélistes ici sont très provocants et c'est ça d'ailleurs ce que nous aimons parce que ça pousse donc la réflexion à aller donc au-delà donc de juste d'annonces, mais à véritablement donc engager les vraies actions au niveau donc local, rendre désirable donc cette transition, c'est très important. Et les chiffres qui sont donc annoncés par Stéphane c'est des chiffres qui font réfléchir. Si on peut, dans quelle mesure, je me demande, si toute cette manne donc financière qui donc s'injecte dans le développement des énergies fossiles, si on arrive rien qu'à envoyer la moitié donc dans le développement des énergies renouvelables, qu'est-ce que ça pourrait donc apporter à nos communautés? Ce serait assez intéressant. Steven, depuis Nairobi, je sais que tu voulais réagir sur la question de la dette, de la question sur donc la colonisation, tout ça. Je ne sais pas si tu tiens toujours à réagir. Sinon, moi, je voudrais te demander qu'est-ce que tu vois comme next step, qu'est-ce que tu vois comme plan d'action pour la jeunesse, les activistes, la société civile à la sortie donc de ces négociations sur qu'on a eu à Dubaï. Mais tu as donc, si tu veux réagir sur les choses qui sont dites précédemment, tu peux toujours. Merci. Merci beaucoup, Stéphane et les autres panélistes. En fait, partant de toujours, pour moi, alors, de la part du mouvement Laudato aussi, partant de la lettre récente du pape François, Laudato Deum, nous avons vu où le pape François se réfère beaucoup sur la science. Et les résultats du premier bilan mondial soulignent la réalité alarmante de l'insuffisance des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et pour atteindre l'objectif de 1,5 degré Celsius, il faut donc réduction rapide de 43% d'ici 2030 et de 60% d'ici 2035 afin de pouvoir parvenir à des émissions nettes du CO2 jusqu'à 2050. Et là, c'est pour se poser la question, alors quand on parle de financement des fonds climatiques, comment est-ce que ça peut nous aider à arriver à ces objectifs? Parce que si on ne lit pas donc ce que la science nous donne des réalités qui sont sur le terrain, et la politique, la diplomatie qui se passe à COP, combien les COP sont venus et ça va continuer, mais qu'est-ce que vraiment depuis donc les conventions de Paris, on ne voit pas beaucoup d'avancement en comparaison avec les dégâts qui sont sur le terrain. Et là, c'est important d'y amener l'aspect de la dette écologique, comme vous voulez que je touche ce point, Christian. La dette écologique, en fait, ça figure, c'est le paragraphe 51 de Laudato Si, la lettre encyclique du pape François, où il dit qu'il existe une dette écologique entre les pays du globe nord et les pays du globe sud. Et cette dette écologique date de longtemps, ça date de l'esclavagisme, ça date de la colonisation, mais surtout sans toutefois à retourner en arrière, la colonisation moderne d'aujourd'hui, où des compagnies donc, du globe nord envahissent nos communautés, nos terres, où il y a maintenant manque d'eau dans beaucoup de communautés, où il y a beaucoup d'enfants qui meurent ou des femmes qui meurent dans les laboratoires pendant les opérations parce qu'il y a manque d'eau potable causé par donc l'exploitation des énergies fossiles. Combien ça coûte ça? Donc, il y a des questions sensibles à se poser sans toutefois à faire beaucoup de diplomatie. Combien ça coûte les gens qui meurent de faim parce que leurs terres ne sont plus productives à cause de l'exploitation d'énergie fossile
dans nos communautés, dans les pays du globe sud. Là, je peux parler de l'Afrique, je vais parler de l'Ouganda aujourd'hui, avec la Tanzanie, avec le projet ICOP en cours. On peut parler de la RDC avec l'exploitation du pétrole dans la forêt de Virunga, ou bien dans toute la zone du bassin du Congo. Combien ça coûte la vie des milliers de personnes qui meurent de la guerre causée par les armes qui sont achetées avec le même argent qui est donc investi dans le pétrole, dans tout ce business. Donc, quand on parle alors de fonds climat, pour moi, venant d'un mouvement conventionnel où nous sommes guidés par la foi, on donne la priorité à l'humanité, à la vie et surtout aux communautés pauvres. Et nous disons que la force se trouve sur le terrain. L'argent, tous ces fonds que nous disons, ça se trouve chez nous sur le terrain. Seulement, pour moi, la stratégie serait de comment est-ce qu'on peut instaurer un système crédible sur le terrain, surtout dans des pays victimes, dans des communautés victimes, pour que même le peu que nous avons, nous pouvons gérer ça d'abord avec crédibilité, avec bonne gouvernance, sans corruption, bien organisée, bien planifiée. Comment, pour que même le peu de soutien, parce que tous ces milliers qui vont être votés, qui vont être envoyés à travers les banques mondiales, on a toujours reçu des dons et des dettes et tout ça. Est-ce que ça aide nos communautés souffrantes au niveau local? Donc là, j'insiste beaucoup sur les systèmes que nous avons sur place, parce que des fois, même les leaders que nous avons, ils sont produits ou bien formés par les mêmes les pays du globe qui ont des compagnies qui sont sur le terrain et ils sont formés et mis en place ou bien mis au pouvoir pour des objectifs. Aujourd'hui, nous parlons des élections qui vont se passer en RDC et on espère que ça va se passer. Et est-ce que comment l'implication de l'Occident dans les élections de la RDC et pour quel objectif? Et quelle est la force du peuple sur le terrain? Donc, nous avons un problème lié aussi sur la formation, la capacité des citoyens sur le terrain pour pouvoir gérer leurs biens, pour pouvoir faire des décisions, pour pouvoir voter et leur vote et donc avoir des élections crédibles où la voix du peuple compte. Sinon, nous sommes dans un système très confus sur le terrain. On peut toujours avoir ces fonds, on peut toujours avoir plus de milliers, mais le peuple sur le terrain, ça compte pour nous. Alors, la dette écologique, ça vient comme une solution pour nous, surtout que s'il y a discussion aujourd'hui dans des comme COP28, si celle-ci pouvait être sur table pour être discutée et que les États de l'Occident acceptent au moins qu'ils causent des dégâts ou bien ils ont causé des dégâts et ça a coûté beaucoup. Du coup, il y aura une raison dont laisser donc les dettes à ces pays africains qui sont toujours endettés pour cet objectif et comme ça, on aura toujours donc à plaider, à demander, à mendier et du coup, on n'aura pas d'indépendance dans tout ça et du coup, donc on vivra sous conditions. C'est ça Merci beaucoup, que nous avons à Stéphane. gérer avec l'aide. Merci. Merci, Steven. Merci beaucoup. Beaucoup de questionnements, beaucoup de préoccupations encore sur la table. Un travail donc systémique, structurel de la gouvernance de nos États depuis le niveau national jusqu'au niveau donc local. Oui, ça, il faut véritablement y travailler et nous allons pouvoir y arriver. C'est d'ailleurs ça le rôle de la société civile qui donc s'implique au jour le jour. Donc dans ce travail, nous tendons tout doucement vers la fin donc de notre réunion. Je ne vois pas beaucoup de questions, je ne vois pas
les participants poser des questions. Je suis le seul à poser des questions. Je vois beaucoup qui sont connectés, que je connais, qui étaient aussi à Dubaï, qui ont participé aux négociations. Et si vous voudriez bien sûr lever la main, je ne vais pas encore abuser du temps de nos panélistes, encore 5 minutes ici, demander donc, poser une dernière question à tour de rôle à nos panélistes. Je vais commencer par monsieur Dessous, bien sûr, sur donc la question donc, du financement donc, des pertes et préjudices, ce mécanisme qui a été donc adopté et quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les prochaines étapes clés que les gens doivent savoir. Merci bien. Peut-être avant de répondre à la question, il est bien de mettre l'accent sur l'importance de 2 points qu'ont soulevé Stéphane et Sénat. D'ailleurs, Steven y est revenu. C'est l'élément souverainiste. Je crois que cette COP, pour moi, a ouvert une opportunité énorme que tous les États doivent saisir. La première, pour moi, quand on regarde, pour une fois qu'on a semblé faire montre d'optimisme, de diplomatie et d'ouverture vers les États qui, il faut pouvoir le dire, ont été d'une manière ou d'une autre exclus du système de la gestion globale, il y a eu beaucoup d'avancées. Je vais parler des pays, des Émiratis, qui pendant longtemps ont été vus de très loin. On les a approchés, on a pu sentir en eux l'humanisme qu'il y a. Ils ont pu gagner cette confiance dont ils avaient besoin et je crois que ça a phagocyté véritablement ce que nous avons pu voir. C'est un message que les États pauvres en général, les États africains doivent comprendre, saisir. Je le disais, pour se faire respecter, il faut être respectable. Pour se rendre visible, il faut se faire voir. Pour se rendre audible, il faut parler et dire des choses importantes. C'est très, très important. Moi, ça, je suis sorti de la COP de Dubaï plus optimiste que jamais. Si nous savons faire les choses, si nous savons poser les bases, il y a beaucoup de choses que l'humanité peut encore faire. On n'est pas moins intelligent que les bêtes, comme nos dernières décisions, malheureusement, nous l'ont fait croire. Maintenant, revenons spécialement à la question des fonds. On sait qu'il y a 2 entités qui vont rapidement travailler. Il y a par exemple d'ici février, probablement UNDRA et UNOPS qui vont organiser des consultations pour voir un peu comment est-ce que tous les acteurs, comment est-ce qu'ils pensent le fonctionnement du secrétariat du réseau de Santiago. Et je veux dire, il est extrêmement important que la société civile soit là, qu'elle soit une force de proposition, pas une force de consommation. Il faut que la société civile soit une force de proposition et qu'elle sache anticiper sur l'avenir. C'est peut-être ça notre force. Les gens ne l'imaginent pas, mais c'est ça nos forces. Nos États ne savent pas proposer. Il n'y a que nous qui proposons. Eux, ils entérinent nos propositions. Donc, il faut que la société civile vienne encore avec cette force de proposition-là et mette des propositions concrètes sur la table. Quant au fond, sur les pertes et dommages, oui, la Banque mondiale probablement va gérer si elle accepte se soumettre un temps soit peu aux conditions, mais je l'ai dit encore, soyons dans l'anticipation, soyons des acteurs proactifs. Essayons de lire entre les lignes et de proposer des solutions qui peuvent nous permettre d'atteindre ce que nous voulons. Pour ce faire, il va falloir que les organisations de la société civile, ensemble, s'organisent, définissent déjà des éléments critiques qu'il faut mettre sur la table, qu'il faut proposer aux négociateurs et à la banque pour dire voici ce que nous voulons. Parce que jusqu'alors, nous disons non à la banque, mais personne ne dit ce que nous voulons. Donc, disons concrètement ce que nous voulons et probablement, nous aurons raison de poser encore une fois sur la table nos propositions. Donc, des étapes de consultation aussi sur la gestion des fonds, mais encore une fois, et ça va être ma dernière proposition, essayons de comprendre ce que nous appelons par loss and damage, par perte et dommages sur le terrain. C'est quoi les pertes et dommages? Comment est-ce que nous les évaluons? C'est quoi leur coût effectif? Quelle est la part des pertes non économiques? Quelle est la part des pertes économiques? Qu'est-ce que nos États, parce que je le dis une fois encore, nos CDN en Afrique ne portent rien sur les questions de pertes et dommages. Donc,
officiellement, nous n'avons pas d'évidence pour aller même plaider pour ces fonds pour lesquels nous appelons. Donc, rapidement, les révisions de CDN vont se faire très bientôt. Il faut que les gens comprennent qu'il faut apporter des évidences et manifester le besoin à travers les documents de politique au niveau national. Stéphane en a déjà parlé. Et une fois cet état franchi, nous saurons maintenant monter les dossiers selon les requêtes, selon les principes érigés par les entités, le secrétariat et la banque et probablement le hôte du secrétariat. Et nous allons nous conformer. Enfin, il faut que les États africains croient en les acteurs africains. Moi, je voudrais dire que le fonctionnement, l'opérationnalisation des fonds doit se fonder essentiellement sur la réalité. La réalité ne peut être révélée que par ceux qui la vivent. Les OBNIS sont une opportunité pour montrer que l'Afrique a du potentiel, l'Afrique peut évaluer ses propres besoins et l'Afrique peut exprimer de manière claire ses besoins. Et il va falloir qu'on y aille. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Adessou. Je vois une main. Je voudrais que les panélistes m'autorisent donc à autoriser Daouda Gueye pour placer un mot. Il fait partie donc des participants. Daouda Gueye, depuis le Sénégal, vous avez la parole. Merci Christian, bonjour tout le monde, bonjour les panélistes. C'est vrai que la discussion a été désactivée, c'est pourquoi on n'a pu pas vous poser les questions. Maintenant, moi, l'élément essentiel, c'est que lors de cette COP, on a utilisé un langage faible pour dire s'éloigner des combustibles fossiles. Et actuellement, bon, on va continuer de parler d'argent, on va parler de fonds, mais aussi, il faut savoir qu'on continue à financer les industries fossiles. Et aujourd'hui, on sait qu'en 2022, on est à plus de 57,4 gigatonnes de CO2 qui ont été émis. C'est un record. Est-ce que réellement on va continuer à parler de fonds pour avoir des financements et tout, et aussi donner, disons, la priorité aux pays développés pour continuer à financer les énergies fossiles? Et même au niveau africain, on est en train de continuer à avoir le prétexte de continuer à utiliser nos énergies fossiles. Si on prend l'exemple du Sénégal, qui peut-être en exploitant le pétrole et le gaz, va avoir plus de 22 fois sa capacité d'émission de plus de 20 ans d'émission. Est-ce que réellement on va aller vers le financement sans pourtant parler de la nécessité de stopper les énergies fossiles? Merci. Merci beaucoup, Daouda Gueye, depuis le Sénégal. Je vais inviter Stéphane Poufari pour réagir tout de suite à l'intervention de Daouda Gueye. Je pense que la question, alors on y a partiellement répondu, mais je pense que la question, elle n'est pas verticale. Ce qui me plaît bien dans le débat là, c'est que chacun essaie de voir le côté positif des avancées obtenues. Quand même, on est conscients tous que la table n'est pas là. Tout à l'heure, même Steven parlait de la science. Si on regarde la réalité scientifique, bon, on baisse juste les bras et on se met un peu à pleurer parce qu'on n'est pas sur la bonne trajectoire. La fenêtre des 1,5 est très, 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 très petite. Bref, j'ai envie de dire, bon, mais dans les faits, il y a quand même une réalité. Et moi, je plaide plus pour une approche universalisme. Je pense qu'il est temps, et ça existe déjà. D'ailleurs, nous, on est là avec vous depuis des années, et en réciprocité, vous êtes là avec nous depuis des années. Parce qu'il y a toujours une réciprocité que beaucoup de gens oublient. Et un projet n'a de sens que s'il a beaucoup de gens autour pour que le projet aboutisse. Mais ce que je veux dire pour cela, c'est que on doit tous faire en sorte que, par la bonne connaissance, chacun mette en place la bonne politique et les bons bouquets de mesures. Je vais juste être très clair, puisque je réponds à la question de Daouda juste derrière. Regardons juste simplement qui aujourd'hui en Afrique a un cadre incitatif pour faire en sorte qu'il y ait une approche décentralisée de l'énergie. En clair, qui autorise à injecter sur le réseau, qui autorise à vendre sur le réseau, qui autorise à mettre des communautés énergétiques. On pourra en parler. Si tu veux, Christian, on pourra faire des tonnes de séries de webinaires pour aider tout le monde, parce que nous, on en fait plein, on est dans des projets un peu partout, et on cherche vraiment à témoigner de ces solutions à mettre en œuvre. Là, je reprends l'exemple. Demain, pour répondre à ta question, Daouda, si le Sénégal, si le Maroc,
si la Tunisie mettait un tarif d'achat des énergies renouvelables, autorisait l'autoconsommation, autorisait une approche commerciale des énergies renouvelables, ce seraient des pays qui exploseraient leur marché intérieur, dans le bon sens du terme. Donc aujourd'hui, même les pays qui disent qu'ils veulent cette transition, ils n'ont pas un cadre incitatif. Ils n'ont pas un cadre qui autorise l'action. Et moi, j'ai 60 ans, ça fait 30 ans que je fais du terrain, 30 ans que je me bats sur ces politiques énergétiques. Ça ne marche pas, les amis. On a beau tripoter, imaginer que l'argent va venir de l'extérieur, qu'un pays producteur va dire je ne produis pas. C'est un rêve, c'est un fantasme. Le monde réel, si demain vous mettez en place une réglementation thermique du bâtiment, vos bâtiments vont moins consommer, vous allez transformer votre marché. Regardons l'exemple de Sénégal avec le TIFA maintenant pour l'isolation. Regardons la Tunisie qui a une réglementation thermique du bâtiment et qui sont maintenant dans les négociations. Le bâtiment les vide. Regardons les. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on doit penser différemment. Cette désirabilité, c'est questionner vos politiques. Appuyez-vous sur des gens comme nous ou d'autres pour questionner quand est-ce qu'on va avoir un master plan africain des énergies renouvelables. C'est vous qui êtes les maîtres de votre gouvernance territoriale. Demain, vous autorisez l'autoconsommation. Je vais vous donner juste un exemple et je ne vais pas être long. Nous, on travaille sur les communautés énergétiques. Communauté énergétique, c'est quoi? On a même des projets transfrontaliers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut mélanger des producteurs, des gens qui font du stockage, de l'électricité, de l'hydrogène, du photovoltaïque, du bâtiment, du tertiaire, qui vont décider de faire une communauté où ils vont essayer d'adapter leurs demandes à la production, au profil de production renouvelable pour optimiser. Donc ça, vous imaginez, c'est colossal. Ça, c'est le cadre de loi qui le permet. En Europe, l'Europe imagine qu'en 2050, dans sa neutralité carbone, 50%, 50% de son marché renouvelable viendra des communautés énergétiques. C'est donc une approche terriblement décentralisée de l'énergie. D'accord? Terriblement décentralisée, mais là, on donne une valeur au renouvelable et à l'économie. Et maintenant, on arrive à échanger sur la blockchain entre des communautés transfrontalières, des économies d'énergie et des énergies renouvelables. Donc, juste pour dire, demain, je fais ça en Afrique, j'explose le marché, dans le bon sens du terme. Mais j'ai un cadre qui est à des années-lumière. Je ne peux même pas faire le début, du petit 1. Ça n'a pas de sens. Et ça fait des années que nous, on travaille sur la tarification, sur les mécanismes de subvention, sur l'efficacité énergétique. Donc, aidez-nous. Et nous, on est ONG, on a un siège ici dans le Nord, mais on est plus dans le Sud que beaucoup de gens qui sont dans le Sud, puisque nous, on a des membres dans 70 pays. Donc, redescendre l'opération. Et là, pour reprendre ce qui a été dit à la fois par Adessou, Sénat, Steven et même Christian, c'est, moi, je plaide pour que la société civile, et je plaide depuis tellement d'années, et on est fatigué parce que c'est tellement évident, devenez des experts de nos métiers. Devenez, quand moi je donne un chiffre, le chiffre, c'est pas parce que je lis des rapports. Les rapports, j'en ai écrit des milliers dans ma vie, on s'en fout des rapports. C'est parce que nous, on fait des projets, on a les mains dans le cambouis. Donc, à force de mettre les mains dans le cambouis, les rapports prennent un sens. Quand je dis un chiffre, moi, dans ma tête, j'ai plein de petits traits d'union pour comment faire une politique territoriale de l'énergie. Mais si vous n'êtes pas des experts comme nous, on n'arrive pas, parce qu'on n'arrive pas. C'est pas le plaidoyer qui va nous en sortir. Le plaidoyer moral, dont parlait Steven, c'est important, c'est notre socle. Moi, je fais ce métier parce que je crois en l'humanité et je crois à quelque chose de solidaire. Point. Quelle que soit la couleur, la race, le pays, le truc, je monte contre fou. C'est une humanité complice, positive pour le futur. Voilà, ça c'est important. Mais si vous n'êtes pas des professionnels, si on n'est pas des professionnels, on passe en face avec des gens qui sont des économistes. Vous croyez qu'ils sont stupides, les gens en face? Attendez, on doit se battre sur leurs armes. Voilà, c'est vraiment le mot. Mais il ne faut pas qu'on fasse des plaidoyers à se plaindre. Non, on a les moyens, mais il faut de la connaissance. Et la connaissance, on l'a. Ouais. Désolé, hein, monsieur. On se bouge, quoi. Et comme ça va être enregistré, on le diffuse. C'est passionnant, c'est passionnant. Merci beaucoup. C'est l'expérience. Nous avons des questions, justement. Nous n'avons pas autorisé les participants à parler. Et donc, c'est pourquoi les gens devraient poser les questions dans le chat. Il y avait beaucoup de doigts que je n'ai pas pu autoriser à parler. Les questions sont arrivées pêle-mêle. Certaines questions ont déjà été abordées par les panélistes, bien sûr. Je vais demander à Sénat de réagir sur celle-ci d'ailleurs. Quel est l'intérêt des aides financières envers les pays sous-développés si cela revient à les endetter? Ça, c'est une question de Onel Fadoran. Et Sénat, tu veux réagir sur cette question-là? Et on a une autre question, hein. Je peux poser avant rapidement que Sénat ne prenne la parole. La COP à Dubaï a fini de montrer comment certaines énergies fossiles, comme le pétrole, ont participé au développement des Émirats arabes unis.
quel nouveau regard de la société civile qui se bat pour la préservation de l'environnement et qui milite en même temps pour le développement de l'Afrique avec son fort potentiel d'énergie fossile. Je vais inviter Sénat sur les deux questions donc, que nous avons reçues. Sénat, j'espère que Sénat est entre l'hôtel et l'aéroport. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous. Si Sénat n'est pas encore là, je vais demander à Steven, je sais, hein, je vais revenir à toi, mais j'aimerais écouter Sylvie d'abord sur les deux questions. Quel est l'intérêt des aides financières envers les pays sous-développés si cela revient à les endetter davantage? D'abord, les Merci. aides. C'est moi ou c'est Steven? Ok, d'accord. Sylvie d'abord. Sylvie d'abord, oui. Je ne pense pas que les aides en elles-mêmes endettent. C'est le mécanisme autour des aides, pour moi, qui endette. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer par prélever un taux supérieur d'intérêt sur des présumés prêts. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on prélève sur les prêts sont supérieurs à ce qu'on envoie comme une aide. Du coup, l'aide ne sert qu'à payer une partie de la dette. C'est le paradoxe qu'il y a derrière les aides. Si les aides étaient de bonne foi et étaient accompagnées de bons mécanismes, les dettes n'endetteraient pas. Les dettes ne feraient qu'aider les pays à émerger. Donc, ce ne sont pas les dettes qui sont les problèmes en tant que tels, même si je pense que lorsque nous parlons de souveraineté, nous parlons d'indépendance, il faut passer le cap des dettes, il faut aller vers une démarche souverainiste où nous sommes capables, dans un climat égalitaire et équitable, de pouvoir mobiliser nos propres ressources. Ça, c'est important. C'est à partir de ce moment-là que nous nous ferons respecter. Donc, pour moi, les dettes prises isolément ne sont pas un problème jusqu'alors, du moins sur l'aspect économique, mais sont un problème à partir du moment où ce n'est que de la figuration. Finalement, personne n'aide personne. Finalement, je le dis au fond, l'Europe n'aide pas l'Afrique. L'Europe ne se fait que bonne conscience en retournant une partie des intérêts, des agios indus qu'elle prélève sur l'Afrique. Voilà ma réflexion sur la question de dette. Merci beaucoup, Kosili. Stéphane, l'Européen, sur l'appel, Kosili dit clairement l'Europe n'aide pas l'Afrique. Ça, c'est ton point de vue aussi, parce que tu travailles beaucoup en Afrique. Stéphane Poufari, tu veux réagir sur la question? Il a tout à fait raison. En fait, et je vais être encore plus brutal, personne n'aide personne depuis le début. C'est ça le paradoxe. C'est qu'en fait, il y a effectivement un processus de bonne conscience pour plein de pays, pour plein de gens, qui pensent qu'il y a. Mais en fait, dans la réalité, il y a un intérêt stratégique. On est des partenaires. J'ai même pas envie de parler d'un passé commun, parce que ça n'a pas de sens, on a un passé commun avec l'humanité. Donc, on est des partenaires. Aujourd'hui, si je devais être un politique, ce qui n'est pas le cas, mais je ferais tout pour être le plus partenaire égalitaire possible avec l'Afrique. Parce que, pas simplement pour des raisons historiques. Tout à l'heure, je crois que c'est Kossilvi qui parlait du Tuvalu pour la première requête. Je rappelle qu'en 1991, c'est le Tuvalu qui avait demandé un processus assurantiel. Tu te souviens, Kossilvi? En 91 déjà, le Tuvalu avait fait la première demande, avant même le sommet de la Terre. Donc, les gens n'ont pas la mémoire. Il y a déjà eu ces processus, on les connaît. Donc, cette notion de dette morale, elle est factuelle, c'est un fait, non discutable. Voilà, point. Mais derrière ça, il y a une réalité d'aujourd'hui. La réalité d'aujourd'hui, c'est qu'on doit emmener les gens du Nord, du Sud, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais admettons, les gens de partout, à accepter un objectif commun. Et cet objectif commun, il va négocier des transformations brutales pour des économies, pour que d'autres économies puissent se développer de manière sereine. C'est une réalité. Et quand on parle à un Européen, quand on lui parle de neutralité, ça veut dire qu'il va devoir réduire de 85% quasiment ses émissions. C'est colossal. Et ça, moi, quand je parlais tout à l'heure de désirabilité, au-delà d'un aspect moral, je dois aussi rassurer cette partie. D'accord? Et moi,
Pour info, ma mère est d'Afrique du Nord, donc je suis autant africain qu'eux, mais juste pour dire, on s'en fout. Ça n'a pas de Bien sens. sûr. Mais du coup, quand moi je parle de comment je vais rassurer ces acteurs-là, cette population-là, et comment je vais aussi prendre en compte les réalités de souffrance des autres populations du Sud qui aujourd'hui continuent à être victimes d'une histoire. Et donc, c'est ça qu'on doit trouver. Donc, bien sûr qu'il y a une redevabilité naturelle qui n'est pas discutable. Mais même cette redevabilité, je dois la rendre désirable. C'est important ce qu'on se dit là. Parce que Bien sinon, sûr. les gouvernements peuvent mettre, mais comment ils vont mettre? Tout à l'heure, Sénat l'a dit, on est tous surendettés dans des trucs. Bientôt, on a plus de dettes que les pays en développement. Ça n'a aucun sens. Donc, qu'est-ce qu'on Bien va faire? sûr. Des milliards que nous n'avons pas, qu'on va reprendre sous forme de prêts? Tout à l'heure, tu parlais du financement, Christian. On le sait tous, et ça, nos grands frères, Tossi ou d'autres, nous le disent en permanence. $1 de don, c'est $6 à $12 de prêt. Là aussi, nos amis qui nous écoutent, qui vont réécouter la bande, ouvrez les yeux. Donc, quand on prend les valeurs moyennes et quand on prend certains fonds, on va jusqu'à $12. Donc, c'est pas, on n'est pas dans un monde de gentils, on est dans un monde de. Et donc, cette redevabilité, on doit l'appliquer sur un cas de transparence nationale des pays qui accueillent, mais dans un cas de partenariat. Moi, l'Europe, quand elle parle hydrogène avec le Maroc, avec la Namibie, la Mauritanie, c'est qu'elle a besoin, tant mieux qu'elle ait besoin. Et quand le Maroc ou la Namibie ou le Sénégal va parler avec l'Europe, tant mieux qu'elle aussi a un besoin. Pourquoi? Parce qu'au moins, on a un intérêt partagé. Mais nous, Mm. on doit veiller à ce que ce soit sur un plan d'égalité. Et c'est pour ça que j'aime bien la logique de transition juste, qui est dans l'ADN de l'Europe, que maintenant, il y a 2 ou 3 pays en Afrique qui ont signé, notamment le Sénégal, l'Afrique du Sud. Et il faut vraiment que nos amis qui ne connaissent pas lisent le document sur le Sénégal, parce que c'est un document national. C'est le Mhm. Sénégal qui dit et qui a mis en place sa politique de transition et qui dit voilà ce que je vais et ce que je veux faire. Et là, du coup, on Mm. doit être dans l'égalité pour que le citoyen en bout de chaîne, il soit derrière. Parce que je vais vraiment être triste, mais sincèrement, si on regarde les gens qui sont dans la rue en France, qui font du bruit, et ceux qui sont vraiment concernés par la transition climatique et énergétique, dans un esprit de solidarité, waouh, on est Mm. vraiment une minorité, quoi. Donc, attention à l'effet Bien sûr. d'annonce. La société civile, même nous en Europe, on doit la bouger pour qu'elle comprenne cette réalité. Que les pertes et dommages, c'est pas un mot intellectuel, c'est une réalité et que c'est logique qu'on accompagne le plus vulnérable. Voilà, c'est juste pour que Bien on sûr. mette les vrais mots sur les vrais concepts. Et moi, je crois à un partenariat éclairé parce qu'on a besoin de l'Afrique, on a besoin des États insulaires pour plein de raisons, morales notamment, mais aussi, ils ont besoin de nous. Et tant qu'on pourra être ensemble en se disant on a un besoin mutuel, peut-être qu'on aura encore une part d'humanité pour éviter ce qui se passe avec les conflits qui explosent partout et qui vont nous mener en enfer. Voilà. Désolé, je suis un peu long, Merci. mais je pense que c'est super Merci. important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Très, très, super important. On, on pourrait passer 2 heures de temps donc à discuter ces questions. C'est des questions donc assez liées à climat, dette, souveraineté nationale donc de nos États. Voilà, nous sommes en train donc de passer presque plus d'1 h 30 sur cet appel. Nous allons pouvoir donc voilà, Sénat revient et Sénat donc va dire son mot de fin et va réagir et dire son mot de fin pour nous allons peut-être convenir d'autres discussions en 2024 à partir de janvier sur la même question. Sénat, vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, j'ai commencé quand j'étais à la maison, j'ai commencé à sortir de l'hôtel. La deuxième question, j'étais en train de mettre mon bagage sur le tapis. Là, c'est fini, je vais embarquer. Définitivement, au revoir Dubaï. Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que la force est dans l'action. Qu'il est trop tard pour être pessimiste. Et que chaque année, on vient au COP et on repart avec une sorte de malédiction. Tout le monde dit, ah, la COP n'a rien donné. Écoutez, quand vous mettez 200 personnes ensemble pour vous trouver un mari, vous mourrez célibataire. Donc là, 200 nations sont quand même venues, ont essayé de trouver quelque chose. Ça va. C'est vrai que pour les petits États insulaires en développement, comme l'a dit le porte-parole, la ministre des îles Marshall, c'est un peu leur condamnation. Ils ont signé leur propre chèque à condamnation, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de controverses, de frustration ici. La vérité est que, comme l'a dit Stéphane, les pays qui sont venus signer ici cet accord dans lequel il est fait mention de l'éloignement des énergies fossiles, ces pays sont en train de mettre en œuvre dès aujourd'hui leur plan d'augmentation des investissements
dans le pétrole, dans le charbon, dans le gaz. Comme l'a dit la ministre colombienne, c'est des États hypocrites, c'est des États menteurs, c'est des États mi-blancs, mi-noirs. Ils sont venus ici, ils ont trompé le monde en nous faisant accepter juste un mot éloigné des énergies fossiles, quand on sait qu'au même moment, ces pays, dès demain, notamment la Norvège, les États-Unis, le Canada, mais surtout les Émirats arabes unis, parce que monsieur le président Al-Jaber, à peine le travail terminé ici, qu'il est retourné dans son entreprise ADNOC à Abu Dhabi, où c'est basé, et déjà dès aujourd'hui, il a commencé le plan pour un investissement qui est jamais égalé. Aucun État n'aura autant investi dans les énergies fossiles en 2024 que les Émirats arabes unis, chez qui nous sommes venus arracher cet accord. Et puis nous quittons les Émirats arabes unis, nous allons vers un autre État, dont 60% des exportations, c'est du pétrole et du gaz, et près de 80% du PIB dépend justement des énergies fossiles. Bon, voilà, c'est le monde dans lequel il faut que nous acceptions de vivre. On ne peut pas faire autrement. Soit on reste chez nous, on pleure, on se lamente, ou une fois par an, quand même, on sort et on va raconter nos hommes. Parce qu'il y a la COP politique où les négociations sont salées, mais il y a la COP de peuple où il y a le pavillon, il y a le side event, où il y a les gens qui ont dansé, il y a les jeunes qui ont protesté, où il y a la vie. Nous, on a même amené le goma, le plat du Togo avec le foufou et la pâte. On a bien mangé là-bas par pavillon togolais. Donc, écoutez, c'est pas forcément la COP où on vient pleurer, mais il y a aussi la COP des solutions. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer par faire les actions. Et pour les États africains, il ne faut pas se leurrer, pardon, la crise climatique, elle ne se réglera pas aux Nations Unies. Si elle doit se régler, elle se réglera à la maison, chacun chez soi. Et tout le monde sait déjà ce qu'il faut faire. Les solutions sont là. La transition énergétique dont parle M. Stéphane, et qui le traite en cœur, M. Stéphane, cette transition, elle ne sera ni juste, ni équitable. Cette transition, elle ne sera pas financée. Financée par qui? Qui va financer les quelques milliards du Sénégal? Ça, encore, c'est dans le cadre du programme. Mais l'autre chose qu'on a eu ici, qui est le triplement des investissements dans le renouvelable et le doublement des investissements dans l'efficacité énergétique, ça, c'est des progrès de la science que même ça, l'accord, on est obligé parce que les énergies renouvelables sont devenues aujourd'hui très compétitives. Et donc, avec ou sans la COP, on va forcément doubler. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose pour lequel on doit se réjouir ici. Pour moi, la grande joie, la grande célébration, c'est le fait qu'on soit retroublé et qu'on ait pu sortir quelque chose de positif et que certains ont accepté un certain nombre d'accords. Mais à présent, on rentre chez nous, on continue à travailler, parce que dans l'action, il y a l'espoir, et l'action est l'antidote du désespoir. Merci. Merci beaucoup, M. Seda Luka. Nous vous attendons à la maison et très bon voyage à vous. Bon retour à la maison. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons, je vois la main de Daouda. Est-ce que c'est l'ancienne ou bien c'est une nouvelle demande? Là, nous sommes en train de demander les mots donc, de fin de cette réunion et comme j'ai promis, nous allons, je crois que c'est une ancienne demande de main. Daouda a retracté. Super. Merci beaucoup. Donc, monsieur, il y a d'autres questions. Les intervenants sont revenus de long en large sur donc beaucoup de questions déjà abordées. Stéphane, tu as parlé d'un document. Il y a quelqu'un qui demande c'est de quel document tu parlais, surtout par rapport au Sénégal. Il y a Lupo Païta qui demande de quel document il s'agit dans le cas donc, du Sénégal. Je ne sais pas si c'est dans le cadre du JETI. Tu as parlé d'un document. C'est un document qui est sorti l'année dernière. C'était ANDA qui a été la cheville ouvrière du dossier. D'ailleurs, on l'a présenté, on a fait un webinaire il n'y a pas longtemps. C'était avant la COP sur l'énergie. Et on a présenté le document. C'est un partenariat juste, c'est le JTEP pour la transition énergétique juste. Je pourrais te le partager, Christian, ou si tu veux, tu partageras avec tout le monde. On pourra le mettre. Et c'est un document qui est assez court, mais qui fait état. Et je sais que là, il y en a eu aussi à la COP 2 qui ont été signés. Ce pas des documents, j'ai envie de dire, révolutionnaires, comme disait Sénat, en termes de financement. Mais par contre, il y a quand même de l'accompagnement financier assez important. C'est des pays qui s'engagent. Mais ce qui est bien, c'est que dans le cas du Sénégal, on le cite comme exemple, c'est qu'il a vraiment été bottom-up. C'est-à-dire qu'il a été fait en conciliation avec la société civile. Mais je pourrais le partager. Je ne l'ai pas là tout de suite parce que je n'avais pas prévu. Mais on pourra le partager avec plaisir. Et tout ça, c'est des choses connues. Il y a un registre, il y a une plateforme des dynamiques là, sur les partenariats sur les transitions justes. Mais évidemment, ça reste des documents. Après, il faudra les décliner. En tous les cas, ça existe et c'est toujours là. Merci beaucoup, Stéphane. Ton mot de fin? Mon mot de fin, j'aime bien le côté optimiste de notre échange. Je pense qu'il faut que maintenant, on change le paradigme.
Moi, ici, j'affronte des gens sur les plateaux ou dans les radios qui ne cessent de nous démonter les COP et ils ne sont pas négociateurs, je ne sais pas ce qu'ils y font. Et à un moment donné, ils sont en train de casser un processus. Rien ne serait pire que d'arrêter le multilatéralisme. On a besoin de ce multilatéralisme pour faire le travail chacun chez soi et ensemble. Sans ce multilatéralisme, on va rentrer dans un monde bilatéral de narratifs complètement nauséabonds. Et aujourd'hui, on doit vraiment protéger l'esprit des COP, quand même, c'est difficile d'avancer. Merci beaucoup, Stéphane. Monsieur Kossivi Adessou, votre mot de fin? Merci beaucoup. Je crois que des initiatives pareilles sont à louer, à encourager pour éclairer aussi la lanterne des gens parce que les gens critiquent parfois parce qu'ils n'ont pas la bonne information, qu'ils ne comprennent pas. Donc, merci pour cette initiative. Euh, je sors de la COP de Dubaï avec un grand optimisme. Je pense que si les Africains savent analyser, apprécier, comprendre comment se faire valoriser, notre discours changera peut-être dans une décennie. Donc, j'encourage la jeunesse à vraiment prendre ce leadership, à se spécialiser, à analyser les choses, à comprendre les choses et à être aux aguets. Merci. Merci beaucoup, Kossivi. La jeunesse dont vous faites partie, bien sûr, vous faites partie de cette jeunesse-là. C'est un appel à la jeunesse. Et Steven, la jeunesse, vous êtes interpellé ou nous sommes interpellés. Votre mot de fin. Merci beaucoup. Moi aussi, c'est d'encourager tout groupe, société civile, les jeunes, même des religieux pour nous qui travaillent dans le mouvement catholique, de rester en action, d'amplifier nos actions parce que nous remarquons que dans les résultats de la COP28, ça constitue une réponse qui est insuffisante à l'urgence climatique et du coup, nous avons besoin de renforcer de travail en partenariat pour la promotion de traiter de la non-prolifération des énergies fossiles, d'abord parce que ça consiste en une transition juste, et cette transition juste, ça touche les aspects sociaux aussi que nous aussi un peu comme la gestion de l'énergie, et puis quelques difficultés pour recevoir ce que vous dites. Il y a la connexion qui... Ça clash. Excusez. Donc, je disais que surtout notre priorité va se focaliser sur la promotion de cette traité de la non-prolifération des énergies fossiles et surtout comme un mouvement qui travaille aussi avec beaucoup de structures et des institutions que nous avons, nous pouvons constituer une force et nous allons aussi travailler avec les autres collaborateurs pour construire cette force locale et la promotion aussi de l'idée d'intégrité qui peuvent qui peuvent travailler pour défendre l'Afrique avec une force en montrant que nous avons la force nécessaire et nous avons des ressources nécessaires pour pouvoir convaincre l'Occident de pouvoir payer, et surtout à travers les compagnies et les dettes, ou bien, sinon, l'Afrique aussi de pouvoir gérer ou bien créer des barrières, mais nous ne voulons pas créer de barrières. Il faut donc s'aimer cette solidarité globale parce que nous avons cette entraide mutuelle, nous avons ce besoin de soutien, ils ont besoin de l'Afrique, nous avons besoin de l'Occident, c'est normal, mais qu'il y ait une discussion qui est franche, une gestion qui est franche, une collaboration qui est franche dans l'honnêteté. Merci. Merci beaucoup, Steven. Merci beaucoup. Comme Daouda, il est là, fait partie désormais des panélistes, je vais demander à Daouda son dernier mot, son mot de fait. Daouda Gueye, depuis le Sénégal. Bon, merci à tout le monde. C'est vrai que on a eu à travailler beaucoup sur ce thème en tant que scientifique et à participer aussi à la COP. Mais c'est vrai qu'il faut être soit pessimiste ou optimiste. Mais la réalité est telle qu'il faut que l'Afrique soit même par eux-mêmes, puisse prendre des décisions quant à surtout avec les énergies renouvelables. Nous avons assez de potentiel pour pouvoir avoir une politique
d'énergie renouvelable qui pourra nous permettre de résoudre nos problèmes. Merci. Merci beaucoup, Daouda Gueye. Merci beaucoup, Stéphane Poufaré de l'énergie 2050. Merci beaucoup, Kossi Adessou. Merci beaucoup, Sénat Luca. Merci, Steven. Merci, Daouda. Nous disons merci aux participants. Donc, merci d'être restés en notre compagnie pour plus de 90 minutes donc, de discussion sur donc, les outcomes, les résultats donc, obtenus à la COP 28 de Dubaï et quelles sont donc les prochaines étapes pour la société civile et aussi donc, le travail avec nos gouvernements locaux, les communautés à la base. Nous avons enregistré cet entretien, cette discussion. Nous allons pouvoir travailler avec notre équipe digitale pour donc mettre ça en ligne pour que donc ça puisse servir et profiter au grand nombre. Les échanges que nous avons eus et comme nous avons dit, nous aurons d'autres occasions donc de décortiquer, d'aller un peu plus en profondeur donc du test, les 21 pages que nous avons eues donc ce test-là issu donc des négociations. Nous allons pouvoir un peu encore analyser donc le contenu de ce test à la prochaine année, en 2024. Nous vous saluons, nous vous remercions et nous vous souhaitons donc de passer une très bonne suite de journée partout où vous vous retrouvez actuellement. Merci à vous et bye. Bye bye. Au revoir. Bye Merci. bye. Merci beaucoup. Au revoir, Thank you. merci. Boss, bon voyage, boss.